Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui vendredi pour le 38e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de printemps, c'est vraiment la saison que je préfère. Les températures peu à peu remontent, l'ensoleillement sur ces journées printanières se fait de plus en plus long et pour moi c'est plus facile d'aller courir le matin sans être obligé de mettre la frontale. Du côté de mon entraînement, ça se passe toujours aussi bien. La charge d'entraînement est vraiment calibrée de façon très méticuleuse par David, ce qui fait qu'il n'y a pas de fatigue et je suis plutôt en forme, même si j'ai vécu un petit moment cocasse mardi dernier devant réaliser une séance sur piste. Je suis arrivé sur le stade d'entraînement et la piste était tout simplement fermée. En effet, elle a dû subir un traitement pour lutter contre les mauvaises herbes. Alors je me suis rabattu sur le bitume dans le lotissement où j'habite et ça a agi, si vous voyez, comme une prise de conscience. Sur les dernières semaines, j'ai effectué beaucoup de séances de piste et je me suis dit, et c'est pour ça que je vous avais sondé sur le compte Instagram, je me suis dit peut-être que tu fais un petit peu trop de pistes et vous voyez le rendu entre la piste et la route, c'est pas forcément le même. Et j'avais déjà subi ça lors d'une précédente compétition lors des 20 km de Paris où après avoir fait trop de pistes, j'étais un petit peu mal à l'aise avec le bitume parce que le renvoi d'énergie, la foulée n'était pas du tout la même. Et il s'avère, par rapport à ce sondage sur Instagram, que vous êtes 70% à préférer la route. Donc, après avoir échangé avec David sur cet événement cocasse, je pense que je vais varier un petit peu plus les revêtements et vraiment peut-être délaisser un petit peu la piste ou y aller, mais de façon beaucoup plus modérée. Alors passons maintenant à la présentation de mon invité du jour en la personne de Greg Delpouille. C'est un athlète aguerri, triathlète, ayant réalisé plusieurs Ironman, mais également des courses ultra comme la Diagonale des Fous. Greg est formateur la semaine, mais il exerce une autre activité le week-end lorsqu'il ne court pas. Il est speaker et met ses talents d'orateur au service des organisateurs de courses pour faire vivre leurs manifestations. Alors je voulais savoir qui se cachait derrière ce micro et j'ai découvert en Greg une personne teintée d'humour mais animée d'une grande sensibilité. Je tenais à remercier Greg pour cet échange rempli de dynamisme. Vous allez donc tout savoir sur cette personne indispensable à nos courses avec le métier de speaker en écoutant donc le portrait de Greg Delpouille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Greg, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler, beaucoup parler, puisque tu es un des speakers emblématiques donc des courses en région centre, mais pas seulement, mais tu as également un parcours de sportif puisque tu es triathlète. Alors je vais te laisser te présenter. On va d'abord commencer par l'état civil, un peu comme à l'école, et puis on verra après tes différentes casquettes. Très bien, tout d'abord merci de m'accueillir Sébastien. Je m'appelle Grégory Delpouille, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Zachary a 9 ans, Céleste a 6 ans et demi et Basile, le petit dernier, a lui 4 ans. Et j'habite dans le Loir-et-Cher à Saint-Aignan, qui a la particularité d'accueillir un petit peu moins de 3000 habitants et plus de 2 millions de visiteurs, puisque à Saint-Aignan il y a le Zooparc de Beauval. Quelle activité tu réalises aujourd'hui sur le plan professionnel? Parce qu'on va parler de ton activité de speaker dans un second temps, mais ce n'est pas ton activité principale. Que fais-tu au quotidien? Alors du lundi au vendredi, je suis formateur. J'anime des formations sur différents sujets, des sujets très variés, donc formateur auprès d'entreprises. Alors, est-ce que ce côté formateur t'a donné envie d'être speaker ou est-ce que c'est venu un peu à l'envers? Est-ce que le fait d'être speaker t'a conduit vers ce métier de formateur? Effectivement, je n'avais jamais fait le lien, ça peut paraître paradoxal, mais je n'avais jamais fait le lien effectivement entre ces deux activités, mis à part que j'anime au micro puis j'anime des formations. En fait, je suis devenu formateur très très tôt, dès mon premier emploi. J'étais commercial. Au bout de peut-être pas quelques semaines, quelques mois, je suis devenu assez rapidement formateur, et c'est un métier que j'ai exercé en parallèle d'autres métiers.
Et puis maintenant, je suis exclusivement formateur, mais j'ai pas le sentiment, ou alors c'est inconscient, que l'un m'a amené à l'autre. En plus, oui, j'ai été animateur micro et animateur de formation quasiment la même année, quoi. Donc, j'ai pas fait de lien de cause à effet. Alors, ton lien avec le sport, où remonte-t-il? Est-ce que dans ton enfance, tu étais déjà sportif? À quel moment tu as commencé à pratiquer un sport? Et est-ce que c'était déjà la course à pied et le triathlon que tu pratiques encore aujourd'hui? Non, non, hein, comme tous les gamins, j'ai commencé. Non, j'ai pas commencé par le foot parce qu'en fait, alors ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très grand et j'ai voulu commencer par le foot. Et figure-toi que j'habitais en Alsace à l'époque et l'entraîneur avait dit à mes parents que j'étais trop petit. Effectivement, j'avais un retard de croissance assez significatif. Hein, j'avais 2 ans et demi de retard de croissance. Et donc c'est paradoxal, mais j'ai commencé par le judo. Là, le judo, ils ont bien voulu de moi. Donc j'ai commencé par le judo, j'en ai fait quelques années. Et puis voilà, comme beaucoup de gamins, j'ai fait du foot en même temps que du judo. Et je suis venu après mon premier sport en lien avec le triathlon. C'était le VTT que j'ai découvert en 90. D'accord. Et la course à pied, c'est venu un petit peu plus tard. Comment tu es venu jusqu'à ce sport? Alors c'est venu en même temps, c'est-à-dire que j'ai commencé le VTT en 90 tout seul, et puis je suis devenu un peu à l'insu de mon plein gré le plus jeune président d'un club FFC, Fédération Française de Cyclisme, le jour de mes 18 ans. J'étais président du club du VTT du LMA, Ligue Miller Athlétique à Main-sur-Loire. Et donc le LMA était surtout connu pour la course à pied, le running, l'athlétisme. Et donc Anthony Verpiova, qui était le président à l'époque, donc non seulement m'a nommé président du club de VTT et m'a fait découvrir en fait l'athlétisme, la course à pied, que je connaissais uniquement comme tous les gamins par le biais du cross du collège, quoi. D'accord, tu avais jamais couru auparavant avant de prendre ces fonctions au club Non, de non, Main-sur-Loire. voilà, effectivement, j'ai découvert la course à pied à 18 ans. Et à l'époque, c'était, oui, 5-10 kilomètres. D'accord. Ensuite, quelle a été ta pratique? Tu as complété le VTT avec la course à pied pour arriver à cette pratique du triathlon. Comment tu as évolué dans cette discipline? Alors le triathlon, je l'ai découvert en 95 par ce que l'on appelait à l'époque, non, ça fait vieux con, hein, mais bon, faut assumer son âge. Hein. J'ai 48 ans, donc j'avais 23 ans à l'époque. J'ai découvert le triathlon parce qu'on appelait un triathlon découverte, à la Ferté-Bernard. Donc voilà, j'ai mis mon vélo dans la voiture et j'ai découvert ce qu'étaient les transitions, etc. Et je pense que j'ai vécu un premier triathlon comme tout le monde a vécu un premier triathlon, que ce soit en 95 ou maintenant. Voilà, on fait tous des transitions à 2 balles, on fait tous entre guillemets les mêmes erreurs. Donc et puis après 95, 97, j'en ai fait toujours sur le même format découverte, un petit peu plus. Et puis en 2000, septembre 2000, j'ai pris ma licence à l'ASFAS Triathlon. Et donc là, j'ai vraiment découvert en club ce qu'était le triathlon et tout de suite des distances, on va dire, plus importantes que des distances découvertes. Alors quel intérêt tu y trouves? Quel plaisir dans ces pratiques multiples? Donc VTT que tu connaissais déjà, ensuite la course à pied et on ajoute la natation pour le triathlon. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Qu'est-ce que tu as découvert à travers cette pratique? Évidemment, c'est paradoxal, hein, c'est souvent des histoires de famille. Mon père faisait du vélo et moi j'étais dans le côté ludique. J'ai longtemps joué au tennis, j'ai joué 15 ans au ludique, un sport vraiment ludique par excellence. J'ai longtemps joué à Beaugency notamment, ville que tu connais bien. Le vélo, j'avais dit jamais. Voilà, le peu de fois où je faisais du vélo, c'était pour aller au collège. C'est un sport particulièrement ingrat, il fait froid, il pleut, il y a le vent de face, donc jamais. Le côté ludique m'a amené au VTT.
C'était vraiment le tout début des VTT, hein, du VTT à l'époque. C'était quand même plus fun que la route. Le triathlon, en fait, je ne sais pas trop par quel biais. Je me souviens qu'au LMA, on comptait Cyril Monet dans l'effectif, qui avait le même âge que moi, qui est de 72 lui aussi, qui était vraiment un très bon triathlète régional à l'époque. Et le plaisir que j'ai pris, c'était le côté multi-activité, ludique. Et puis bon, j'avais quoi? En 95, j'avais 23 ans, donc sans trop d'entraînement, on parvient à se faire plaisir, à être quelque peu performant, même si j'ai toujours un niveau très modeste. Quelle est l'activité sur ces trois où tu as le plus de facilité et celle où tu cravaches le plus? Où tu te dis Alors, là, il faudrait ouais, vraiment que je progresse. alors en fait, je suis moyen sur les trois. Je suis moyen sur les trois, donc je suis pas doté d'un potentiel énorme à la base, je pense. Mais j'aime vraiment pas nager. Ça, c'est une certitude. J'aime pas nager à l'entraînement. J'aime pas aller à la piscine. C'est vraiment une vraie contrainte. Donc, et entre guillemets, j'ai la chance de pas trop mal nager assez naturellement, à condition d'avoir une combi. Voilà, tu m'enlèves la combi, je suis mort. Par contre, à condition d'avoir une combi, je ne sais pas par quel fait, je nage pas trop mal. Voilà, pour donner quelques notions, en gros, je sors de l'eau, allez, en 25-26 minutes. Alors, je sortais de l'eau en 25-26 minutes sur un CD, donc ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle maintenant triathlon M, 1500 mètres. Et en gros, je sors de l'eau sur un Ironman entre 1 heure et 1h05, sans m'entraîner. Donc même si ça fait déjà quelques années que j'ai pas fait un Ironman. Et le vélo, j'ai un petit gabarit, donc à condition d'avoir quelques kilos de moins que ce que j'ai à l'heure actuelle, je suis plutôt à l'aise sur les profils montagneux. Je suis pas rouleur, hein, de par mon gabarit. Et puis la course à pied, voilà, un cours à pied lambda. Donc il y a pas de sport sur lesquels je suis moyen, on va dire, sur les trois, quoi. Alors, tu évoquais justement l'Ironman. C'est une course que tu as déjà connue, que tu as déjà vécue. Comment on s'y prépare? Parce que c'est pas les distances M ou les toutes petites distances que tu évoquais dans un premier temps. Comment on s'y prépare? Je ne sais pas comment on s'y prépare. Je sais comment je m'y prépare, et je sais surtout comment je ne m'y prépare pas, comment je m'y prépare mal. Voilà, il y a certains triathlètes, peut-être une majorité, qui suivent des plans d'entraînement. Pour ma part, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai jamais eu cette rigueur que de suivre un plan d'entraînement, donc c'est plutôt un peu à l'arrache en fonction des envies. Là, le plan d'entraînement pour l'Ambraman, qui aura lieu le 15 août, commence. Alors, je suis déjà contrarié par une petite blessure, mais non, c'est plutôt à l'envie. C'est plutôt à l'envie. J'arrive pas à me contraindre à un entraînement, et je suis pas un stakhanoviste de l'entraînement non plus, quoi. Donc, plan d'entraînement pour toi, c'est niet, tu mets de côté et au feeling, en Non, fonction de tes sensations. Ouais, en fonction surtout de mes envies, en fait, pas tellement mes sensations, parce que si je me fiais à mes sensations, je ferais rien. Parce qu'on peut pas dire que j'ai le potentiel pour avoir une quelconque sensation, à part des sensations de souffrance. Donc, ouais, c'est plutôt à l'envie, quoi. Donc, le fait d'aller sur un Ironman, est-ce que c'était pour toi le sommet, la course à atteindre, ou est-ce que tu as d'autres objectifs? Alors, peut-être pas forcément sur triathlon, hein, dans ta pratique sportive. En fait, j'avais pas quand j'ai pris ma licence au sein de la SFAS Triathlon, de mémoire, hein, c'était en 2000, donc ça fait plus de 20 ans. Oui, c'était peut-être de passer sur un longue distance. Mais voilà, c'était pas le Graal. Mais en fait, quand on prenait sa licence à l'ASFAS à l'époque, je pense que c'est encore un peu le cas maintenant. Déjà, la moyenne d'âge était un peu élevée, hein, pour un club de triathlon. Donc, plus l'âge passe, plus on est sur des longs formats. Moi, j'avais 28 ans, donc j'avais encore l'âge d'être sur du court distance. Mais quand tu vois les copines et les copains qui font du long, tu t'inscris naturellement sur du long.
ça devenait évident, quoi. Et puis, voilà, à force tu connais le milieu sportif, hein, ça se chambre vite fait. Et donc, ouais, je suis passé assez rapidement sur du longue distance, même si j'ai pas fait j'ai fait du triathlon en fait de 2000 à 2006, et puis après j'ai commencé surtout l'ultra en course à pied en fait. Alors, sur ton intégration en club, est-ce que ça a été un moyen pour toi de vraiment progresser ou c'était plus voilà, ce côté relationnel, convivial, de partager ce sport avec d'autres personnes? Ah, il n'y a pas photo, c'était vraiment la convivialité, quoi. Quand on intégrait l'Asfas Triathlon, c'était vraiment un club, et ça l'est toujours, un club familial, très familial. C'était la force du club, vraiment, et moi, c'était vraiment pour les relations, hein. Ces relations-là, et voilà, j'étais dans une période de ma vie personnelle un peu délicate, donc les membres de l'Asfas Triathlon à l'heure actuelle ignorent encore tout ce qu'ils ont pu m'apporter humainement à cette époque, sans pour autant le savoir. Bon, ils vont le savoir maintenant par le podcast. C'est-à-dire que... Voilà, tout à fait, oui, oui. Alors ça va les faire sourire, hein, parce que effectivement, je ne m'étendais pas du tout sur ces quelques difficultés personnelles que je rencontrais à l'époque. J'étais plutôt le chambreur, l'emmerdeur de service. Aujourd'hui, Greg, tu es encore en club. Tu as peut-être changé de club depuis, mais tu as toujours gardé un lien avec un club partout où tu es passé? Alors, j'ai arrêté j'ai fait une pause triathlétique pendant quand même pas mal d'années, de 2006 à 2013. En 2013, pour préparer la Diagonale des Fous, je me suis remis au triathlon avec mon épouse qui a découvert le triathlon. Et là, on a repris une essence cette année pour faire l'Ambraman le 15 août. Donc, ça faisait quelques années que je n'avais pas eu licence. Ouais, 7 ou 8 ans. Et on a pris une licence au tout nouveau club de notre village, le CAM Vallée du Cher Triathlon, en fait, une section du CAM Vallée du Cher Comtois Athlétisme. Alors, tu parlais de la Diagonale des Fous. C'est une course qui te faisait rêver aussi, à l'image d'un Ironman. Dans la région, on peut pas dire que le dénivelé... Alors, sur Saint-Aignan, il y en a un petit peu plus, mais t'étais peut-être pas sur cette région-là à l'époque. Comment on s'y prépare? Comment tu t'y prépares? Parce qu'on va pas dire on, mais comment tu t'y prépares? Ouais, c'est un peu. Alors, ouais, la Diagonale des Fous. Là, par contre, effectivement, autant un Ironman, quand j'ai commencé le triathlon, c'était pas forcément le Graal. Ça l'est devenu quand j'ai vu les copines et les copains faire l'Ambraman. Par contre, la Diagonale des Fous, j'avais très envie de le faire. Voilà, ça faisait partie des courses que j'avais envie de faire. L'Ambraman, quand j'ai découvert le triathlon, et la Diagonale des Fous quand j'ai commencé le trail. Et en 2008, j'ai rencontré mon épouse qui est originaire de l'île de la Réunion. Donc elle n'y a jamais vécu, mais sa maman y est née, toute sa famille maternelle y vit encore. Et elle aussi faisait du trail et avait comme espoir, non seulement l'espoir de me rencontrer un jour, mais surtout l'espoir de faire la Diagonale des Fous. Donc c'est ce qu'on a fait en 2010. Alors moi, j'ai passé tout l'été à travailler à Pornic. Très charmant port de Loire-Atlantique. Port de pêche, tout Loire-Atlantique, en termes de dénivelé, ça correspond à peu près à la Sologne. Ou alors il y a la côte de la Source, qui est quand même, en allant à la Thalasso, qui est celle la plus pentue que je pratique quand je vais dans ce village en vacances, qui est un peu mon fief de vacances. Donc, hormis cette côte-là, c'est vrai qu'il y en a pas énormément. Mais on peut trouver des rochers, des terrains peut-être assez techniques également. Donc tu travaillais sur Pornic.
Oui, j'ai travaillé sur Pornic pendant 2 étés. Je travaillais dans l'événementiel à l'époque, donc tu connais beaucoup mieux Pornic que je ne peux le connaître. Donc, mis à part cette côte de la Source, tu en conviendras, c'est particulièrement plat. Donc, en fait, j'ai pas suivi de plan d'entraînement. En gros, je faisais 15 bornes le matin, 15 bornes le midi, ou 15 bornes le midi, 15 bornes le soir, aux sensations, avec un tout petit peu de fractionné. Et puis, voilà. Et puis, on a pris les parts de la diagonale pour la première fois, un peu en étant entraîné, hein, mais bon, un petit peu à l'arrache en termes d'entraînement, quoi. Et puis, par contre, moi, je suis absolument pas technique en descente, et sur la diagonale, ça pardonne pas, quoi. Ouais, ouais. Là, tu as souffert sur ces terrains escarpés et sur les descentes? Ouais, principalement sur les descentes. En plus, je me suis blessé pendant la course. Je me suis blessé au relver. Relver, c'est le petit tendon qu'on a sur l'avant du pied, en fait. Donc vraiment pendant la course, j'avais une alerte quelques semaines avant, mais sans plus. Et bon, par contre, quand la blessure arrive pendant la diagonale, ça, c'est un tout autre sujet. J'avais l'avant du pied qui avait doublé, voire triplé de volume. Et alors déjà qu'à la base, je descends mal. En plus, handicapé par cette blessure, voilà, c'était difficile, mais bon, il n'empêche que voilà, on l'a terminé. Donc tu as fini au mental, en serrant les dents? Bon, au mental, je sais pas, cette année-là, c'est la seule fois où on a terminé la diagonale avec mon épouse, et je sais pas, ça semblait une évidence. Il y avait certes une souffrance physique, mais je sais pas, il y avait sans doute, je sais pas, non, c'était, on a fini vachement serein, en fait. Ouais, c'est des sensations particulières, hein. Ouais, c'est un peu un autre monde. Ouais, et puis c'était vraiment tellement particulier. La diagonale des fous avec ton épouse, ou celle qui va le devenir, parce qu'on n'était pas encore mariés à l'époque. On allait se marier l'année d'après. Ça vous a servi de test en fait pour votre future vie de couple à l'épreuve du Grand Raid? Oui, elle a déjà, effectivement, elle a fait preuve de patience durant tout le raid, et puis elle a toujours fait preuve de patience à mon égard. Donc c'est vrai que non, quand on y repense, c'est particulier. À l'époque, on montait au volcan. On avait très envie de voir le volcan en éruption pendant la diagonale, mais bon, il y a quand même très peu de chances que ça puisse se produire. Et bam, on découvre le volcan en éruption pendant la diagonale. On a des potes qui sont là, la famille, des accompagnateurs d'enfer. Ouais, c'était. Non, ça reste vraiment un excellent souvenir. Donc vous avez fini main dans la main sur le stade de la Redoute en arrivant tous les deux à la fin de ce Grand Raid. Ouais. Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif. On évoquera peut-être le sujet tout à l'heure dans mes activités de speaker. Mais je pleure pas à l'arrivée des courses parce que ça reste que du sport, tu vois. Voilà. J'ai fait 3 Ironman, enfin comme des milliers et des milliers d'autres personnes. Voilà. Pour moi, c'est pas de l'aventure, c'est pas un exploit sportif. À partir du moment où des centaines de milliers de personnes l'ont fait avant moi, ou des dizaines de milliers, je considère pas ça comme un exploit sportif. Donc ça a jamais créé d'émotion. Mais là, quand même. Et j'en parle d'ailleurs encore, je sais pas si ça s'entend au micro, mais avec quelques trémolos dans la voix. Mais là, quand même, c'était vraiment particulier. Donc, je me suis laissé aller à quelques larmes. Et les photos en témoignent quelque peu. Alors que vraiment, franchir une ligne d'arrivée d'un ultra, je suis toujours très content, etc. Mais ça provoque pas d'émotion particulière. Mais là, la diagonale, ouais, quand même. Donc, il y avait la saveur particulière sur les terres, on va dire, natales de ton épouse, d'avoir finalement cette satisfaction de la passer à deux, cette ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça, ouais. C'est clair, c'est le fait de le passer à deux. Donc, alors, les terres natales de mon épouse ne sont pas là. L'île de la Réunion, c'est sa mère qui est sa née, maman, oui. Puisque j'aime chambrer mon épouse en lui rappelant que ces terres natales sont quand même beaucoup moins glamour puisqu'elle est née à Châteauroux, dans l'Indre.
Voilà, donc c'est une confidence que je voulais faire au public. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce grand raid reste comme, on va dire, dans ta carrière sportive, tu vas dire carrière modeste, comme moi j'aime m'appeler un coureur lambda, est-ce que ça reste quand même ton meilleur souvenir en course? J'ai deux souvenirs très marquants. Pour ma part, sportif, pas forcément en course. Donc celui de la diagonale, d'autres souvenirs marquants, notamment l'Embrunman à 2 reprises, et un autre événement sportif qui m'a beaucoup ému et qui m'émeut encore en évoquant le sujet. J'ai organisé la première édition du Téléthon à Beaugency en 95 avec un ami qui m'est cher, Sébastien Moreau, et on a alterné pendant 12 heures vélo et course à pied. Mais bon, c'est qu'un prétexte, hein, c'est vraiment pas ça que je retiens de cet événement. C'était, comme beaucoup d'événements en lien avec le Téléthon, un support. Mais sportivement, le but n'était pas sportif, on a bien compris. Et puisqu'il y avait un lien avec le sport, c'est quand même, voilà, c'est la diagonale des fous. Et puis ce moment autour du Téléthon. Alors voilà, c'est sortez les violons peut-être, effectivement, c'est caricatural que de le dire, mais non, ça fait plus de 25 ans maintenant, et ce sont des moments forts. Outre ces moments sportifs donc, que l'on vient d'aborder, tu as une autre casquette et une autre corde à ton arc, celle de speaker. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à être aujourd'hui un des speakers labellisés FFA et qui œuvre et sévit dans de nombreuses courses à travers la France? Oui, certains diront sévir, effectivement. Je te paraphrase tant tu as raison, Sébastien, sur le sujet. Pareil, hein, 1993, championnat de France de canoë-kayak organisé à Beaugency, championnat de France de canoë-kayak UNSS. Alors je me souviens plus, est-ce qu'ils étaient en panne de speaker ou en tout cas, ils m'avaient vu un micro à la main animer une animation commerciale dans Beaugency. J'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans, et ou peut-être même moins à l'époque. Et puis, je sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Et je me suis retrouvé à animer le championnat de France de canoë-kayak UNSS. Je n'étais jamais monté ni dans un canoë ni dans un kayak. J'avais aucune culture du sujet. Et voilà, je me suis retrouvé micro à la main. Et depuis, tu ne l'as plus lâché. Tu as continué. Une fois que tu as mis le doigt dedans dans cette première compétition à Beaugency, tu as continué à animer ou tu as laissé peut-être un petit peu de temps et c'est revenu un petit peu plus tard? Ouais, c'est revenu plus tard en fait. Hein. J'ai continué. En fait, j'ai consacré beaucoup de temps à l'organisation d'événements sportifs, hein, rando VTT, après course à pied et trail. J'ai organisé avec Christine Roy et Jacques Guillon, Serge Hérissé, le premier semi-marathon de Beaugency en 2000. C'est surtout eux qui l'ont organisé, hein, soyons humbles. Moi, j'étais à l'initiative du projet, j'ai balancé 2-3 idées, et puis c'est surtout eux qui ont géré de façon très concrète le projet. Et donc j'ai beaucoup organisé, j'ai laissé tomber. C'est pas que j'ai laissé tomber l'animation, mais entre le fait de pratiquer et le fait d'organiser, je me suis pas consacré à ça, quoi. Sans pour autant délaisser le micro de façon délibérée, en me disant que j'y reviendrai un jour. Et puis un jour, voilà, on organise le triathlon de l'île Charlemagne avec l'Asfast Triathlon. Au dernier moment, le speaker fait faux bond. Moi, là-bas, je devais sans doute être bénévole à un carrefour. Et puis là, au dernier moment, mais vraiment au dernier moment, hein, je crois même que c'est Alain Martin Villepoul, président de l'époque, qui a commencé à prendre le micro pendant les premières minutes. Et puis voilà, j'ai repris le micro quelques années après. Et puis là, par contre, effectivement, depuis 2006, je continue d'animer.
est-ce que tu tiens un petit carnet où tu notes toutes les courses que tu as animées, où tu as été speaker? Et est-ce que tu serais capable aujourd'hui de me dire combien de courses tu as animées et fait vivre à travers ton expérience? Alors, si je manque de rigueur dans mon entraînement, je manque aussi de rigueur quant à ces éventuelles statistiques que tu me demandes. Non, j'en ai aucune idée. Je sais combien d'événements, à peu près, hein, combien d'événements sportifs j'ai organisé, mais par contre, combien j'en ai animé ou commenté, ça, non, je l'ignore, j'ignore complètement. Après, je sais que c'est pas 5000 et je sais que c'est pas 5 non plus, quoi. Alors, comment ça s'organise dans ton emploi du temps professionnel? Tu disais être formateur du lundi au vendredi. Tu plies bagages, tu quittes la maison et le samedi, dimanche, en avant sur les courses. Comment ça s'organise et qu'est-ce que ça représente sur une année? Alors, hors Covid, hein, parce que là, tu es au Oui. chômage technique et le micro se repose. Oui, tout à fait, je confirme, hein, ça fait un an que j'ai pas pris le micro comme la majorité de mes confrères. Et donc oui, du lundi au vendredi, je suis formateur. Alors parfois, j'ai même pas le temps de repasser à la maison, hein. Dès le vendredi soir, je rejoins mon lieu d'animation parce qu'en fait, je suis formateur sur de nombreux sujets partout en France. Et mes activités de speaker, même si je privilégie un peu la région centre pour être au plus près de ma famille, la région centre est grande et puis je suis aussi présent un peu partout sur le territoire pour ces activités. Ça fait que parfois, effectivement, je peux être absent, voilà, longtemps de la maison. Alors, longtemps de la maison, le maximum que j'ai dû être absent, tout confondu, ça doit être 3 semaines. Donc par rapport à des gens, je pense à des gens qui sont militaires, qui s'absentent 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, c'est je prends du recul par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'en temps hors période Covid, oui, c'est vraiment très très dense. Avec 3 enfants en bas âge, avec la maison, ça fait 1 an que je profite vraiment de leur présence. Et parce qu'en temps normal, c'est mon épouse, voilà, passe énormément de temps avec eux, ce que je ne fais pas. Ouais. Est-ce que ça te manque aujourd'hui de ne pas être sur la ligne de départ, sur les podiums, avec cette période de Covid qui empêche toute course? Est-ce qu'il y a un petit manque chez toi? Alors, ce qui me manque, c'est de ne pas être sur la ligne de départ, peut-être en qualité de sportif. Le fait de ne pas animer d'événements sportifs, non, ne me manque pas. Au début, ça m'a, voilà, j'ai été déçu évidemment vraiment pour les organisateurs. Ça m'embêtait vraiment pour les organisateurs. On se souvient au début, ça devait durer que 15 jours, hein, cette histoire de confinement. On était loin de s'imaginer la situation dans laquelle on serait 1 an après. Donc je me disais, ah merde, non, pour les organisateurs, je sais ce que c'est, hein, aussi bien en qualité de professionnel que de particulier, que de bénévole, que d'organiser un événement. Donc voilà. Après, pour ma part, non, je l'ai bien vécu. Et puis maintenant, je le vis bien aussi. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir d'être sur un événement et que de l'animer, principalement pour des raisons sociales, parce que je vois les copines, les copains, aussi pour des raisons financières. Hein, parce que ça fait partie de nos revenus familiaux, mon épouse et moi-même. On travaille tous les deux, mais mes activités de speaker contribuent vraiment aux revenus familiaux. Mais par contre, non, ça ne me manque pas, tout comme le fait de ne pas participer à des compétitions en qualité de sportif ne me manque pas non plus. Voilà, beaucoup de off s'organisent et ça fait déjà moi longtemps que j'ai envie de off. J'ai participé à des événements où il y avait parfois plusieurs milliers de coureurs. Et je me souviens notamment d'un ultra des Templiers. Ah non, c'était pas un ultra des Templiers, c'était 70 ou 72, hein, peu importe, où je me suis dit, ouais, c'est super, il fait un temps magnifique, mais finalement, je préférais le faire seul ou un petit comité avec les copines et les copains. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu prendrais plus de plaisir
au micro qu'avec ton vélo, tes chaussures, à prendre le départ en tant que sportif? Ou est-ce que c'est finalement équivalent, ce lien social que tu tisses avec les personnes sur une course où tu peux être speaker? Quelle est finalement la nature? Est-ce qu'il y a plus d'affection, plus d'envie sur le côté speaker ou sur le côté course? Non, non, sur le côté sportif. Je prends plus de plaisir à pratiquer, pas forcément en compétition, hein, puisque j'ai même envie de m'éloigner des compétitions. En fait, là, on va faire l'Embrunman cette année, on va faire quelques ultras s'ils sont organisés pour se qualifier directement pour l'UTMB. Donc, l'UTMB terminé, ce que j'espère, hein, vraiment, voilà, je prends pas ça à la légère, mais l'UTMB terminé, je me prendrai plus, ouais, non, mon épouse a des aspirations un peu différentes. Elle prend toujours autant de plaisir en compétition, moi moins. Donc ça sera vraiment la pratique sportive, plutôt sur des distances longues toujours, mais plutôt en off, avec seul ou avec les copines, les copains. Donc, mais je prends plus de plaisir à pratiquer qu'à animer. À nouveau, je prends du plaisir à animer, hein, mais je prends encore plus de plaisir à pratiquer. Alors, tu le disais par rapport aux revenus qui manquent finalement en cette année de Covid. Est-ce que entre speakers, il existe des associations, des regroupements pour, entre guillemets, justement porter votre voix au sein des hommes politiques, des structures qui nous dirigent pour leur dire le sport, c'est quand même quelque chose de bénéfique et vous êtes impacté, vous aussi. Tu parlais des organisateurs, mais les speakers, les personnes qui sont sponsors, aujourd'hui, ne peuvent pas finalement avoir de vitrine par rapport aux compétitions qui sont toutes annulées. Mais est-ce que vous avez peut-être une association qui porte votre voix sur ces hommes politiques? Alors ta question est judicieuse, elle m'interpelle, parce que voilà, je prends du recul et je me pose des questions sur plein de sujets comme tout le monde, hein, bien évidemment. Et donc non, il n'y a pas d'association qui regroupe les speakers. Après, on peut être labellisé Fédération française de triathlon, Fédération française de cyclisme, Fédération française d'athlétisme, etc. Et j'imagine que beaucoup de fédérations ont des labellisations de speakers. Moi, j'ai cité celle que je connais. Mais il n'y a pas d'association qui nous regroupe. Parfois, il y a quelques communautés qui, ici et là, essayent de se créer. Après, on est confrères, on est aussi concurrents. Voilà, donc moi, j'ai plein j'ai des potes speakers. On se retrouve parfois en concurrence sur des devis communs, hein. Mais que ce soit en qualité de speaker ou dans la vie, moi j'ai surtout j'ai des copains, je ne connais pas d'ennemis en tout cas. Voilà, j'aime pas trop les polémiques stériles. Après, quant au fait de porter notre voix par rapport d'un quelconque ministère ou d'élu, à nouveau, hein, moi, ce sont des revenus complémentaires, des revenus importants pour notre équilibre familial dont on est privé depuis un an, mais déjà pour ma part, c'est pas vital. Pour ma part, je ne reçois pas d'aide de l'État parce que ce ne sont pas mes revenus principaux. Comme toute activité de l'événementiel, quand le fait d'être animateur micro sur des événements sportifs, culturels, commerciaux ou autres, quand c'est notre activité, on reçoit des aides de l'État. Pour ma part, c'est pas le cas parce que j'en ai pas besoin. Je ne les réclame pas. Et puis, à nouveau, cette relation par rapport à la crise sanitaire, cinéma, théâtre, etc. Je parle vraiment pour moi, hein, mais pour ma part, le plus important, c'est la santé. La santé, certes, de mes proches, mais des millions de gens que je ne connais pas. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Ça m'embête de ne pas aller au resto, ça m'embête de ne pas aller au café, de ne pas aller au cinéma. Mais voilà, pour ma part, je ne m'inscris pas du tout dans les théories du complot, dans une quelconque revendication, parce que je ne m'y sens pas à ma place. En aucun cas, je demande de l'ouverture de quoi que ce soit. Voilà, voilà, mais à nouveau,
c'est ma vision de la chose et la situation dans laquelle je suis. Est-ce que demain, si on te dit il y a une course à animer, mais que la situation sanitaire n'est pas, on va dire, complètement sereine et saine, est-ce que tu y prendrais part à cette animation ou est-ce que tu dirais attendez, faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre parce que c'est pas dans mes valeurs? Tu évoques là l'éthique, la déontologie, c'est ça? Oui, voilà. À partir du moment où l'événement a lieu, c'est qu'il est autorisé. Si l'État l'autorise, c'est que l'État considère qu'on peut l'organiser. Donc oui, si je suis sollicité, c'est que l'État l'a autorisé et donc j'y vais, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, par quel canal les gens viennent à toi? Est-ce que c'est la réputation que tu as installée et instaurée depuis tes nombreuses animations à travers les différentes années? Ou est-ce que cette labellisation FFA t'apporte, on va dire, assez facilement des événements à animer? Bon, je pense que c'est principalement dû à ma médiatisation, hein. La télé. Non, je plaisante évidemment. Non, oui, c'est du bouche-oreille. Principalement, c'est du bouche-oreille, hein. Voilà, t'animes un événement, un organisateur vient te voir, te connaît ou te connaît pas, et vient te solliciter. Et puis après, c'est aussi effectivement les canaux, les relations entre speakers. C'est-à-dire que tout comme ça m'arrive, bon, je suis pas dispo, on me sollicite, je suis pas dispo. Je dis à l'organisateur qui m'a sollicité, je vais essayer de te trouver une consoeur ou un confrère, enfin un confrère, hein. Les femmes sont très peu nombreuses dans ce métier. Voilà, est-ce que c'est un triathlon, une course à pied, un trail, dans quelle région, etc. Mais c'est souvent aussi par ce biais-là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous, vers l'événement qu'on commente la première fois, dans une région où on n'est pas forcément très connu, où les gens, l'attrait de la nouveauté, et puis sans doute parce qu'ils nous trouvent bons, viennent nous solliciter, savoir un petit peu qui on est, si on est dispo pour animer leur événement. Alors, si tu étais l'agent de Greg, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant pour expliquer la façon dont il anime et les qualités que tu pourrais mettre en avant pour proposer ton speaker à une course? La perfection. Sans aucun doute. Voilà, et puis l'humilité aussi, la perfection et l'humilité, je pense que ce sont deux qualités que tout le monde me reconnaît. Non. C'est justement peut-être l'autodérision que je valoriserais. Le fait que je prends du plaisir à animer les événements sur lesquels je suis, en tout cas la grande majorité, parce que les événements que je ne prends pas plaisir à animer, ça m'est déjà arrivé, dont un pas très loin de Beaugency d'ailleurs, où j'avais dit à l'organisateur, ça m'arrivait très peu souvent, heureusement, où voilà que je prenais pas de plaisir et que je l'invitais à trouver un autre animateur. Mais non, c'est et puis après, oui, voilà, quelques années d'expérience, ça permet aussi pour l'organisateur d'être serein quant à l'animation, quant au protocole de remise des prix. Voilà, on a des réflexes, on sait gérer. Je sais que pour ma part, je suis détendu. On connaît le job, quoi. Et puis, ouais, c'est surtout c'est le plaisir. Après, voilà, j'ai des qualités qui me sont propres et j'ai des axes d'amélioration qui me sont propres aussi. Donc, tu officies un petit peu comme un maître de cérémonie. Tu connais les codes de l'avant-course. Une fois que la course est partie, bon, tu as aussi un rôle, on va le voir après. Et sur l'après-course, ce que tu disais, hein, la remise, les podiums, l'interaction avec les sportifs. Combien de temps ça te demande quand tu as une course à préparer, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande? Est-ce que c'est le même temps de préparation? Comment tu procèdes? Est-ce que tu te renseignes déjà sur l'environnement, sur les parcours, les horaires? Ça demande, je pense, déjà une petite fiche à faire sur l'événement.
Bon, en fait, j'écris aux organisateurs ce dont j'ai besoin. Donc effectivement, pour la cérémonie de remise des prix, qui est-ce qu'on récompense, qui est-ce qui récompense qui, quel élu est présent, même si j'ai l'habitude d'officier sur les courses, un maire, un député, ça change, un adjoint au sport, ça change, un adjoint à la culture, enfin je connais pas forcément tout le monde, même si j'en connais la majorité, donc c'est très important que je sache qui est là, les horaires, les distances, ça c'est ce que me fournissent les organisateurs, la liste des partenaires bien évidemment, les partenaires présents. Il y a des douches, il n'y a pas de douche, enfin voilà, tout ce qui concerne l'organisation. Et puis après, bien souvent, charge à moi d'aller voir le palmarès des années passées et les palmarès des vainqueurs des années passées, et puis de celles et ceux qui sont susceptibles de prétendre à un podium dans les différentes catégories. Alors, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as une culture encyclopédique de la course à pied, du fait de cette relation avec les différentes courses, les sportifs, les organisateurs, ou est-ce que tu as encore plein de choses à apprendre? Alors, je n'ai pas de connaissances encyclopédiques ni sur la course à pied, ni sur le trail, ni sur l'athlétisme, ni sur le triathlon. Ce sont peut-être des axes d'amélioration, mais pour ma part, je suis pas un aficionados des statistiques, des palmarès de chacune et de chacun. Je sais que certains, ils sont très attachés. Les speakers, hein, pas les organisateurs. Les organisateurs, c'est quelque chose dont ils ne se moquent pas, mais pour eux, c'est pas forcément là l'essentiel. J'imagine. Après, oui, on a les fiches FFA, les fiches FF3 qui nous permettent de connaître les palmarès de chacune et de chacun. Voilà. Je rappelle quelques chronos emblématiques qui sont assez faciles à obtenir, hein, la meilleure performance sur 10, sur semi, sur marathon, le palmarès en trail, etc. Mais non, moi je connais quelques chronos, quelques records perso de quelques-uns, là où j'ai des confrères qui eux sont très très pointus sur le sujet, quoi. Que de mémoire ils peuvent te dire la date du record perso, le lieu, la température, etc. Alors, sur une course organisée, ça représente un travail de combien d'heures entre le moment où tu arrives sur place et le moment où tu as fini ton travail? J'arrive généralement 1 heure et demie avant le début de l'épreuve. Ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Je suis très ponctuel. J'aime bien prendre mon temps. J'aime pas arriver à l'arrache, que ce soit dans ma vie privée ou dans mes vies pro. Et puis après, je pars une fois la cérémonie de remise des prix terminée, hein. Donc après, tout dépend, hein. Quand j'anime un 10 km, c'est vite fait. Quand tu animes un ultra avec un 120 km, ouais, tu vas passer du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand les coureurs sont partis? On verra après le côté comment chauffer, comment mettre, on va dire, en motivation les coureurs. Mais quand la course est partie, qu'est-ce que le speaker fait? Il occupe les gens qui sont présents sur cette zone d'arrivée? Après, tout dépend du timing. Donc, généralement, quand on donne un départ, il y a un deuxième départ, ça s'enchaîne, etc. Et puis après, selon les courses, il y a un petit moment de creux. Il y a parfois un quart d'heure, parfois une demi-heure, parfois 5 heures d'attente entre deux départs ou deux arrivées. Donc, tout dépend. Après, je sais que pour ma part, j'aime pas avoir la sensation de saouler les gens. Parce qu'il faut savoir, on aura l'opportunité sans doute d'y revenir, un speaker, en fait, on l'écoute pas tellement, hein. Donc voilà, je, je meuble quand il faut meubler, hein. Quand j'ai le sentiment qu'il y a un truc pertinent à dire, j'ai pas le sentiment que je suis payé pour dire quelque chose absolument au micro, quoi. Et après, ou évidemment, quand il y a des moments de creux, ça me permet de chambrer un peu les bénévoles, les spectateurs, etc. Je l'espère avec bienveillance. Et sur le départ, alors, comment tu procèdes pour
faire monter finalement la température, que les gens soient gonflés à bloc au point de partir à toute vitesse sur leur course. Alors peut-être moins sur un ultra, mais sur un 10, comment tu arrives à les chauffer justement? Ah ouais, c'est marrant que tu évoques le sujet de l'ambiance pré-compétitive. Pour ma part, je reste déjà bien focalisé sur l'essentiel. Pas forcément sur l'ambiance, sur l'essentiel. Les ravitaillements, la façon dont va se dérouler la course, si l'organisateur m'a dit qu'il y avait un virage dangereux au bout de 800 mètres, je reste très focus là-dessus. Après, pour ma part, ça va faire peut-être sourire ceux qui nous écoutent, j'ai le sentiment en tout cas que je suis un speaker sobre. Faire monter la sauce, etc. Je pense savoir le faire, je sais le faire même. J'ai cette outrecuidance de le penser, mais je suis pas super à l'aise. Ça me correspond pas trop. J'ai l'impression d'animer le mariage de ma cousine Jocelyne. Donc évidemment, je sais faire monter l'ambiance. Tout dépend après des circonstances. Quand tu animes un ultra et que ça part à 4 heures du matin, que tu es en pleine ville, j'ai pas forcément, pour ma part, envie de réveiller les habitants qui s'en moquent complètement, qui sont en train de dormir. Je pense aussi aux élus qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance aux organisateurs en leur laissant la jouissance d'organiser un événement. J'ai pas envie qu'ils se mettent toute la ville à dos. Voilà, donc dans ces moments-là, je suis plutôt sobre. Après, quand on anime les foulées roses à Olivet, il y a plusieurs milliers de personnes. Je pense à eux, parce que voilà, t'es à Beaugency, donc ça me ramène du côté du Loiret. Plusieurs milliers de personnes, événements solidaires, tout le monde en t-shirt rose, Nordinatable, le parrain emblématique de l'épreuve. Ouais, là, ça donne envie de mettre la pêche, de faire sourire. T'as toujours envie de faire sourire, mais on est dans une circonstance, une course populaire, plusieurs milliers de personnes. On n'est pas là pour le chrono, pour la performance physique. On a envie de donner, de donner plein de choses, effectivement. Après, au départ, quand il y a plusieurs centaines de spectateurs, plusieurs centaines de coureurs, le speaker, on ne l'entend pas. Moi, je le sais en qualité de participant. Je sais que si on est sur la 3e ligne, on n'entend plus le speaker. Donc, du coup, voilà, je prends du plaisir au départ, mais voilà, je suis pas celui qui va remuer qui va faire remuer la foule, quoi. Et petite question sur le départ, est-ce que c'est toi qui choisis la musique ou est-ce que c'est les organisateurs qui vont eux-mêmes proposer une musique de départ qui peut, je pense sur certaines courses, des coureurs m'ont dit, voilà, il y avait la musique, c'était vraiment quelque chose de magique. Est-ce que toi, tu proposes certains titres que tu sais être, on va dire, représentatifs ou des morceaux qui vont coller à la course ou est-ce que c'est les organisateurs qui mettent le morceau musical de leur choix? C'est plutôt un plaisir d'organisateur, ça. Les organisateurs prennent plaisir à choisir la musique. Et donc, pour ma part, j'ai évidemment des CD, mais tout est déjà calé. Les événements sur lesquels j'interviens, bien souvent, il y a un DJ, parce que moi, je viens pas j'ai pas de sono. Donc, il y a souvent un DJ. Et puis, quand on est dans le cadre de l'organisation d'un championnat de France, tout est là, par contre, très calé au niveau du protocole de départ, d'arrivée. Tout est super bien calé avec le DJ. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Et puis, quand on n'est pas dans des conditions aussi protocolaires qu'un championnat de France, les organisateurs se font plaisir en choisissant les musiques de départ et d'arrivée. Alors, est-ce qu'à l'arrivée, tu es aussi sobre qu'au départ? Est-ce que tu gardes ce côté, on va dire, voilà, sérieux, mais sans en faire de trop? Ou est-ce que là, tu es un peu plus dans le dynamisme avec cette ligne d'arrivée qui va être passée pour les coureurs?
Alors, je suis dans le dynamisme au départ, hein, même si effectivement je suis pas dans ce que moi je qualifie d'outrance. Hein, c'est moi qui qualifie ça peut-être d'outrance. Je suis évidemment dans le dynamique à l'arrivée. Dans le dynamisme à l'arrivée, je me vois pas accueillir un vainqueur. Eh bien, écoutez, accueillons ensemble le vainqueur du 10 km en 31-12. Bravo à lui. Je mets évidemment plus d'entrain que ça. Après, tout dépend des circonstances. À nouveau, est-ce que c'est un championnat de France ? Et là, c'est pas parce que c'est un championnat de France. Je m'imagine dans une situation que je n'ai jamais connue, que je ne connaîtrai jamais de par mon faible potentiel, devenir championnat de France, devenir championne ou champion de France, par exemple, ou championne ou champion du monde. Quand on accueille un champion du monde ou un champion de France ou une championne du monde, une championne de France, on n'est pas dans le même état d'esprit. On est galvanisé aussi par la foule, par le contexte, par l'ambiance. Donc voilà, je mettrai forcément plus de peps, plus d'énergie que mon pote. On va prendre Brice, un coureur du Loiret, Brice Debord, qui va gagner en s'entraînant les 10 km d'une course, qui va boucler en 32 minutes 30, alors qu'il a le potentiel pour passer sous les 30 minutes. Voilà, lui, c'est une course de préparation, voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Mais oui, je vais mettre de l'énergie parce que c'est la fête surtout des bénévoles, des organisateurs, l'athlète en lui-même. Bien souvent, celui qui gagne, c'est ça, 127e victoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je le valorise évidemment, mais et puis après vient l'heure des interviews. Alors, sur les interviews, comment tu procèdes? Est-ce que tu as des questions qui sont récurrentes ou est-ce que tu improvises justement en fonction de la situation? J'improvise forcément. Après, les athlètes que je connais le mieux, je me fais plaisir évidemment à les taquiner, notamment en posant cette question ô combien judicieuse. Alors, est-ce que tu es content d'avoir gagné? Hein, question à 2 balles évidemment, et ceux qui me connaissent me regardent en souriant parce que voilà, c'est une question vraiment bien pourrie, auquel ils me répondent non, je suis particulièrement déçu d'avoir gagné, bien évidemment, mais mis à part ça, non, on est vraiment dans l'improvisation, et surtout ce que je fais systématiquement, et je pense maintenant de façon inconsciente, je les fais remercier les bénévoles et les organisateurs. Je trouve une question qui me permet de faire un lien avec le travail. Et bon, bien souvent, ils sont habitués à répondre aux interviews et ils comprennent effectivement là où je veux les amener, quoi. Et ça, c'est un classique. C'est un classique. Et c'est vrai qu'on doit les saluer. Moi-même étant co-organisateur donc d'une course à Baule, dont tu seras speaker, hein, on l'a annoncé un jour quand elle aura lieu. Mais sans les bénévoles, on peut pas faire grand-chose. Et de nombreuses courses ont malheureusement disparu faute de bénévoles. Donc, je tiens à les saluer également, toutes les personnes qui œuvrent pour la bonne organisation de ces courses, sans qui, voilà, il y aurait pas grand-chose au final. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que tu étais, étant jeune, déjà à l'aise à l'oral, ou est-ce que tu t'es découvert petit à petit? Pour revenir un petit peu sur l'élève que tu étais, j'ai pas réussi à remettre la main sur ton dossier scolaire, mais je ne désespère pas. Est-ce que tu étais déjà, voilà, dans l'échange, dans la communication, ou est-ce que ça a été un révélateur pour toi? Non, j'ai toujours été à l'aise. Avec la communication orale, même la communication écrite, avec la communication en général. Donc non, ça n'a pas été révélateur. Ça n'a pas été révélateur parce que j'étais à l'aise sur le sujet. Alors, par rapport à ce rapport et à ces contacts avec les sportifs, quels sont ceux, alors pas forcément en citant des noms, hein, mais qui t'ont le plus impressionné, où tu t'es dit, bah là voilà, j'ai vraiment eu un bon contact et j'ai passé un bon moment. Est-ce que c'est sur des championnats de France? Est-ce que sur des compétitions peut-être encore plus prestigieuses? Un souvenir qui t'aurait marqué avec un athlète ou avec une course que tu aurais animée et qui resterait celle que tu as vraiment appréciée encore aujourd'hui?
Déjà, au sujet des interviews, allez, une fois le 5e passé l'arrivée, plus personne nous écoute. Ça, il faut vraiment que les organisateurs, que tout le monde en soit conscient. Si et même mes collègues speakers, plus personne ne nous écoute. On écoute à la rigueur l'interview du 5e et encore, parce qu'après les gens arrivent, on est plutôt concentré sur l'athlète que l'on cherche, sur les éventuelles performances, mais en tout cas, plus personne n'écoute ni le speaker, ni l'athlète interviewé. Alors c'est notamment dommageable pour les vainqueurs féminines qui arrivent parfois bien placées, mais rarement dans les 3 premières du scratch. Donc on n'écoute plus. C'est pour ça que pour ma part, je sais que je n'interviewe que peu à l'arrivée parce que je vois pas trop tellement le sens. Mis à part, ça fait plaisir à la personne que j'interviewe. Alors ça, tant mieux. Et puis je sais valoriser ces personnes, mais je peux pas demander aux gens, s'il vous plaît, taisez-vous. J'interviewe la première féminine ou le 7e masculin. Donc les interviews que je fais au-delà de la 3e place, c'est plutôt pour faire plaisir aux organisateurs et encore eux non plus ne s'en soucient pas. Donc c'est plutôt par convention, on va dire. Au-delà de ça, je prends du plaisir à interviewer aussi les organisateurs des événements. Voilà, eux aussi ont des choses intéressantes à dire. J'essaye de les choper, de les séquestrer, parce que tu sais ce que c'est, un organisateur, le jour J, il est à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et c'est pas tellement que je me sens redevable vis-à-vis de lui, c'est que bien souvent, ils ont des choses importantes à dire, des choses qui ont du sens. Après, pour revenir à ta question, j'ai pas de souvenir particulier d'un athlète, que ce soit sur la course organisée à 100 mètres de chez moi, parce que je suis à 50 mètres du stade d'athlétisme, donc organisé par mon club, ou sur un championnat de France, ou enfin peu importe. Moi, j'ai pas de souvenir particulier. Je suis pas un fan. Je suis pas un fan. Je prends du plaisir à discuter un peu avec tout le monde et parfois je prends pas de plaisir à discuter avec certains. Et est-ce que tu as plus de pression sur un championnat de France que sur une course locale? Ou est-ce que pour toi c'est pareil, tu y vas serein, tranquille, parce que tu sais faire et tu connais ce milieu-là et tu es bien dans cette ambiance-là? Je suis serein. Après, sur un championnat de France, un championnat du monde, il y a des protocoles à respecter. Encore plus des horaires à respecter, étant donné que moi je suis toujours très ponctuel, je suis préparé à l'avance, je suis particulièrement serein. Après, les protocoles effectivement sont différents quand c'est un championnat de France, il faut vraiment se caler par rapport, il y a un timing par rapport au jingle, il y a effectivement un protocole assez précis qui met plus la pression que sur un événement classique. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis ça se passe souvent bien. Et puis après, quand ça arrive sur un championnat de France, le DJ il retrouve plus la musique. Il y a un problème de son. Il y a plus de piles dans le micro. Ça reste un championnat de France, un championnat du monde. Mais bon, on s'en fout. Hein, c'est du sport, quoi. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a des anecdotes cocasses que tu as vécues, des personnes que tu as pris pour d'autres, qui t'ont mis peut-être en porte-à-faux par rapport aux organisateurs? Est-ce que tu as des choses croustillantes qui pourraient être dévoilées sur le podcast? Alors, il y a des situations cocasses, hein, quand tu arrives et que tu demandes où est le car podium et qu'on te dit oh ben non, il n'y en a pas. Ok, bon, où est la sono? Bah, tu viens pas avec? Ah, là, il y a quelques moments de solitude. Alors que tu vérifies, hein, j'ai bien spécifié dans le mail que la sono devait être fournie. Donc là, il y a quelques moments de solitude sur le sujet. Pour ma part, je panique pas. On trouvera de toute façon une solution. Ça m'est arrivé d'animer l'année dernière, un événement sans micro.
l'organisateur n'avait pas prévu la sono. Donc, tu as la voix qui porte dans ces cas-là? Non, dans ces cas-là, je me contente du minimum. Je rappelle les consignes de sécurité, on donne le départ. Donc, il y avait un départ et une arrivée distinctes, donc pas au même endroit. Et donc, l'organisateur m'avait dit, bon, bah, écoute, t'as peu la sono au départ, tu l'auras à l'arrivée. Et je l'attends encore, la sono à l'arrivée. Donc là, du coup, j'ai pas accueilli les participants. Enfin, voilà, quoi. J'ai fait la cérémonie protocolaire, remise des prix à la voix, sans interviewer qui que ce soit, bien évidemment. Mais voilà, pour ma part, j'étais serein. Le principal, c'est que chacun ait pris du plaisir pendant la course, que les coureurs ne se soient pas perdus. Enfin voilà, il y avait d'autres choses bien plus essentielles. Est-ce que tu as déjà perdu ta voix sur une veille ou avant-veille d'animation au point de devoir renoncer? Ou est-ce que tu as toujours trouvé de quoi finalement avoir une voix qui porte? Ouais. Alors parfois c'est un peu juste quand on enchaîne, notamment quand on anime un ultra qui est particulièrement long et qu'on doit tenir 2 jours. Donc bon, après j'ai toujours un ou 2 rails de coke avec moi. Bon, tu n'es pas obligé de couper au montage. Ce qui t'aide à tenir, si ça dure 12 heures, il faut quand même pouvoir tenir la longueur. Oui, non, j'ai jamais perdu ma voix. Et par contre, si tu veux rentrer dans la confidence, alors c'est pas une confidence pour celles et ceux qui me connaissent. Voilà, je suis quelqu'un de très émotif. Et je me retrouve souvent sur les podiums en train de pleurer. Parce que tu le sais, beaucoup d'événements sportifs sont en lien avec des associations caritatives. Et voilà, comme d'autres, je suis quelqu'un de très sensible, sauf que moi je suis speaker. Donc je me suis retrouvé dans les bras de Serge Grouard, à l'époque député maire d'Orléans. Je me suis retrouvé dans les bras d'un préfet, consolé par Miss France aussi. Ça c'est plus séduisant déjà. Oui, je vais arriver au nombril. Et parfois obligé de donner le micro à l'organisateur ou un élu, pas très longtemps, mais le temps que je retrouve un peu ma voix. Et c'est toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance. J'ai cessé de culpabiliser sur le sujet après quelques thérapies. Mais voilà, ça fait aussi partie de moi. Donc c'est vrai que à chaque fois c'est très profond, c'est très sincère, et c'est aussi pour ça que c'est toujours bien accueilli. Donc je prévois boîte de Kleenex pour Greg. Voilà. Podium. Voilà, ce sera mis à disposition. Tout à fait. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une course aujourd'hui qui, comme le Grand Raid de la Réunion, te fait rêver, mais sur le plan animation? Est-ce que l'UTMB, est-ce que le Grand Raid, d'aller porter ta voix pour cet événement, ce serait quelque chose qui vraiment serait pour toi quelque chose de une consécration pour toi? Non. En qualité de participant, l'UTMB, parce que j'ai jamais pris de départ et je connais pas cette région du Mont Blanc, ça serait pas le Graal, mais c'est une course que j'ai envie de faire et de terminer. Après, en qualité de speaker, si on me sollicite, tant mieux. Sinon, non. C'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, j'écris pas aux organisateurs, je sollicite pas ni eux ni les autres pour qu'ils fassent appel à moi. Je suis assez réservé sur le sujet. Mais non, il n'y a pas de course. Oui, que je prendrais beaucoup de plaisir. Voilà, quand on me dit que je vais aller animer le championnat de France de trail, déjà je me renseigne. Je sais souvent où ça a lieu, et si je ne le sais plus ou si j'ai oublié, je vais regarder en me disant c'est cool, je vais dans cette région. Moi, c'est surtout les déplacements. Voilà, c'est savoir où je vais aller. Parce que bien souvent, quand c'est un déplacement lointain, j'arrive la veille et ça me permet d'aller courir ou d'aller rouler dans un coin que je connais pas. Après, en termes d'événements sportifs, non, il n'y a pas de... Il y a des événements que je prends plaisir à animer, mais voilà, où que ce soit à Hook,
en pleine Beauce, ou que ce soit au Ménuire. Voilà, le plaisir n'est pas proportionnel au nombre de participants ou à l'étiquette de l'événement. Donc, tu candidates pas pour être speaker du marathon des Jeux Olympiques en 2024? Non, c'est pas... Non, ça ne sera pas moi, et non pas tellement parce que je ne candidate pas, tout simplement parce que j'ai pas les compétences requises. Il y a des speakers qui sont meilleurs que moi, français, pour animer ce type d'événement. Alors, au niveau, Greg, des coureurs, toi qui les vois passer, donc sur les podiums, mais également au départ des courses, est-ce que tu as constaté une évolution en ces quelques années d'animation et de speaker? Est-ce que tu aurais, toi, une tendance, quelque chose qui se dégage, quelque chose qui te frappe sur la pratique de la course à pied ou du triathlon, de ton regard de speaker? Bon, en tout cas, il y a de plus en plus de participants et sur la course à pied et sur les trails et sur les triathlons. Et donc ça, c'est une bonne chose. Je me réjouis de voir de plus en plus de participants parce que le sport, c'est bon pour la santé. Et puis, moi, je me réjouis de ça. Mais il y a une quinzaine d'années de cela, j'étais salarié de la Ligue du Centre de triathlon. J'étais agent de développement pendant 2 ans. Donc une de mes fonctions, c'était de valoriser le triathlon et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licenciés. Je le comprenais parfaitement en qualité d'agent de développement, mais en qualité de pratiquant, ça m'était égal. Voilà, pour moi, qu'on soit 100 au départ ou qu'on soit 15 000, je préfère même, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit peu au départ. Il y a un événement sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir au départ. Malheureusement, je l'ai pas terminé parce que j'étais tout simplement pas assez entraîné. Départ du Grand Trail de Saint-Jacques, la première édition, on était 60 au départ. La distance, je crois que c'était 105 ou 110 kilomètres, 60 au départ. Sur une distance aussi longue. Donc très tôt, on s'est retrouvé tout seul dans des paysages que je connaissais pas. Et moi, c'était un moment que j'attendais vachement, quoi. Je me suis dit, waouh, ça va être super, que 60 au départ. Et effectivement, même si je suis pas allé au bout par manque d'entraînement, j'ai arrêté piteusement à la moitié du parcours, au 50 ou 55e. J'avais vraiment vécu ce départ où le soleil se levait, où j'étais tout seul. Et voilà, c'est vraiment ce que je recherche en qualité de participant. Donc, un amoureux des courses, des paysages. Et quel sera ton objectif alors pour 2021, où on a toujours ce gros point d'interrogation? Tu disais, l'Embrunman au mois d'août prochain. En off, si ça n'est pas organisé de façon officielle? Tu as lu dans mes pensées. Parce qu'effectivement, l'année dernière, l'Embrunman a été annulé vraiment quelques jours seulement avant. Je comprenais la frustration des participants qui se sont entraînés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec cet objectif. À la base, je dis bien à la base, on avait le même programme, mon épouse et moi, un Sephora, que l'année dernière, c'est-à-dire un ultra fin avril au mois de septembre, un 110 km, début juillet, un 55 dans les Pyrénées, et fin octobre, un trail de 120 km en Turquie. Tout ça pour ne pas passer par le tirage au sort de l'UTMB. Si on finissait les 3 courses, on allait directement à l'UTMB sans pas. Voilà. Donc le programme est quasiment le même, sauf qu'on sait déjà que le trail en Espagne fin avril est annulé pour la seconde fois. Donc si tout se passe bien, début juillet, le trail dans les Pyrénées, 15 août, l'Embrunman, et fin octobre, le trail en Turquie, en Cappadoce. Voilà, c'est le programme initial. Et après, si toutefois l'Embrunman n'a pas lieu, on verra combien de temps c'est annulé avant, mais bon, ça, effectivement, c'est pas la même chose si tu le fais en off que si c'est organisé, car pour y avoir déjà participé
de façon officielle à l'Ambraman. Le charme de l'Ambraman, c'est clairement l'ambiance, hein. On est d'accord. Mais il n'empêche que je garde à l'esprit, tu vois, j'en ai même pas parlé encore à mon épouse, donc elle va peut-être le découvrir en écoutant le podcast, que je me le ferai bien en off, quoi. Donc, ce qui demande une logistique un petit peu plus importante aussi pour les ravitaillements, tout le matériel que tu vas devoir déposer Ouais, peut-être mais quelque part. ouais, je me suis pas trop posé la question, mais le coffre de la voiture, ça ira bien, hein. Et puis, pour le ravitaillement en eau, on s'arrêtera à Arvieux à remplir les bidons dans l'Isoard, on s'arrêtera au bar. Voilà, et puis on partira avec un petit peu plus de bouffe dans les poches du maillot, quoi. Bon, donc un programme quand même chargé pour 2021 avec, je te le souhaite, quelques courses quand même à accrocher à ton calendrier de speaker. On arrive presque à la fin, Greg, de cet épisode. Est-ce que déjà, je vais te poser la question que tu poses à tes athlètes, est-ce que tu as été content de participer au podcast ? Non, c'était bien pourri, c'était super déçu. Je suis super déçu. Les questions étaient absolument pas pertinentes. Que je pourrais couper. Donc voilà. Voilà. En plus, voilà, je te laisse le soin de couper. Non, évidemment. Et comme je le fais à chaque organisation, j'ai pour habitude, et tout comme mes confrères le font aussi, on remercie toujours les organisateurs. Donc, je te remercie vivement de ton invitation. Je suis touché. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis voilà, c'est pas ton job à la base, hein, que de faire ces podcasts. Tu as un métier bien plus ingrat, hein, puisque je rappelle que tu es prof. Exactement. Et, en tout cas, c'est vraiment super bien organisé. Je dévoile pas les coulisses, mais tu m'as envoyé un mind mapping. Enfin, voilà, tu bosses comme un pro. Et pour ma part, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts, quels que soient les sujets, pendant que je m'entraîne. J'écoute les tiens depuis que je connais ton activité, depuis que tu m'as sollicité. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions et je continuerai de prendre beaucoup de plaisir à écouter les podcasts des autres. Donc, je te remercie vivement. Un grand merci, Greg, pour ce moment d'échange. Sur quel réseau, sur quelle plateforme on peut te retrouver si les gens veulent te contacter et suivre ton activité de speaker ? Sur TF1 tous les jours à 20h, hein, puisque en lieu et place du journal télévisé à partir de demain, ils me retrouveront pendant 45 minutes pour parler de moi, exclusivement de moi. Et sinon, sur mon profil Facebook. Tiens, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, ça, la notoriété notamment. Alors on peut en parler, hein, vas-y. On peut en parler quelques instants justement, cette notoriété Facebook. Oui, est-ce que tu en tires des bénéfices ? Ouais, concrètement, oui, effectivement, parce que j'aurais pu tout à l'heure faire un lien sur une question que tu m'avais posée, c'est moi qui n'ai pas fait le lien. Par quel biais les gens viennent vers toi? Donc ils viennent vers moi, on l'a dit, par le biais de bouche à oreille, par le biais sur le lieu de l'événement que j'anime, et aussi par le biais des réseaux sociaux, concrètement, c'est-à-dire que j'ai une petite communauté. Enfin, personne ne me suit. Hein. Faut être lucide. Personne ne vient sur un événement parce que c'est moi qui anime. Hein. Personne se dit j'y vais parce que c'est Greg. Il y a peut-être des gens qui sont contents que ce soit moi qui sois là, mais personne ne se déplace parce que c'est moi qui anime l'événement. Alors certains, j'espère, se déplacent parce que j'ai fait la promotion de l'événement sur mon profil Facebook. Parce
parce que je compte, voilà, comme d'autres de mes confrères, quelques milliers d'amis, mais à nouveau, je suis formateur aussi en communication, donc il n'y a rien d'exceptionnel à avoir plusieurs milliers d'amis ou de membres sur Facebook. C'est somme toute classique et assez facile à faire, mais effectivement, quelque part, ça rassure les organisateurs quand ils me sollicitent. Voilà. C'était en aparté, je faisais le lien avec la pseudo-notoriété que j'ai, et justement quand j'anime les formations en lien avec le community management ou la communication, je me sers parfois de ma pseudo-notoriété avec autodérision pour souligner parfois les paillettes que ça peut mettre. Donc à ton grand regret, tu ne rempliras pas le Zénith d'Orléans ou le Grand Hall de Tours pour une animation speaker où on viendrait justement avec tes fans t'applaudir. Non. Voilà, il y a juste mon pote Olivier Bragard qui lui vient à condition que je sois là, mais sinon ça doit être le seul. Très bien. Greg, un grand merci pour ces coulisses finalement de l'activité de speaker. On te voit souvent avec le micro, donc là, l'exercice n'a pas dû être compliqué pour toi, mais de te livrer. C'est vrai qu'on te voit souvent derrière le micro et sur la ligne d'arrivée, mais là, voilà, c'était l'occasion de découvrir ton activité et d'en savoir un petit peu plus. Donc, un grand merci à toi. Merci à nouveau de m'avoir accueilli, Sébastien. Et puis, je vous invite toutes et tous à écouter les podcasts de Sébastien qui sont très, très variés avec de multiples invités. Bon, maintenant qu'ils ont pris goût à l'exercice, ils sont devenus addicts. Exactement. Stéphane, à toi aussi. J'aurais peut-être quelques conseils à te demander sur le développement de la communauté, justement. Donc, on en parlera en off. Merci Greg. Pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.